Bonjour, nous sommes sur Groove Station Canada. Depuis Montréal, Québec, vous suivez Groove Station Canada, le chemin de l'information. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mais papa nous aimait bien. Comme d'habitude, une belle émission pour vous. Malheureusement, nos deux collaborateurs ne sont pas présents, mais nous avons une belle émission pour vous. Rien discuté pendant que maman nous célébrait. On a avec nous Madame Dominique Anglade, l'ancienne vice-première ministre du Québec. Tu te rappelles Frédéric? On va pouvoir parler de son parcours et bien sûr de la politique. Une petite pause musicale et nous revenons tout de suite. Présentement, on écoute Claude Léveillé, le son Frédéric. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 20 ans, nos chagrins de chez soi, sans oublier les copains des perrons, aujourd'hui dispersés aux 80. On n'était pas des poètes, ni curés ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles dimanche, autour de la table, ça riait, discutait, pendant que maman nous servait. Mais après la vie t'as bouffé comme elle bouffe tout le monde, aujourd'hui ou plus tard, mais moi j'ai suivi. Aujourd'hui, on est chanceux, on a en studio avec nous l'ancienne vice-première ministre du Québec, Madame Dominique Anglade. Depuis Montréal, Québec, vous suivez Groove Station Canada, le chemin de l'information. Bonjour Madame Anglade par rapport à la politique et aussi l'implication de vos parents au Québec et aussi en Haïti. Comment on pourra décrire Madame Anglade? Comment on pourrait me décrire? Probablement comme étant une personne quand même assez intense et une personne très engagée. Vous avez fait référence à mes parents. Mes parents étaient des immigrants haïtiens qui sont arrivés au Québec il y a 50 ans, en 1969. C'était moi, ils sont arrivés au Québec. Et c'était des gens qui étaient très passionnés aussi. Mon père très impliqué, oui, il a fait de la politique, mais impliqué dans la création de l'UQAM. L'Université du Québec. Oui, l'Université du Québec. Ma mère, qui était enseignante, mais qui a également été très présente auprès de groupes de femmes. Elle avait cofondé un organisme qui s'appelait Femmes haïtiennes Longue Marché. Et donc, toute ma vie, j'ai été avec des parents très commis à leur communauté, que ce soit la communauté haïtienne ou bien la communauté d'accueil. Oui. Et je pense que j'ai hérité ça de mes parents. Ça fait partie de mon ADN. Alors, quand on me dit ce qui me passionne, comment je me décrirais comme une personne qui aime faire avancer les choses, comme une personne qui aime, à sa manière, essayer de changer le monde, d'améliorer les choses. Toute ma vie, j'ai été impliquée dans des organismes, que ce soit des organismes d'associations professionnelles ou des organismes communautaires. Et je poursuis cet engagement-là maintenant en politique. Exact. Et quand vous étiez plus jeune, vous êtes encore jeune, vous êtes là. Merci, merci, je prends tous les compliments qui passent. Exact. Et c'était quoi les activités de Madame Anglade? Est-ce que vous pratiquez un peu de sport? Ah, ben oui, j'ai fait beaucoup de natation. J'ai fait, par la suite, j'aimais beaucoup les sports de raquettes, badminton, squash. Aujourd'hui, je continue, j'essaie de m'entraîner le plus possible aussi. Donc, je faisais ça. Sinon, j'étais souvent déléguée de classe. Oh. Alors, on voit le leadership était déjà en toi. J'aimais beaucoup être déléguée, arriver avec des activités. Au secondaire, j'étais impliquée. À l'université aussi, j'ai été très impliquée. J'ai présidé l'association des étudiants polytechniques. J'ai fait des compétitions québécoises et canadiennes d'ingénierie. Donc, moi, je crois beaucoup que les jeunes, les plus jeunes, doivent trouver quelque chose qui les passionne et dans lequel ils ont envie de s'impliquer. On va les diriger, comme on dit souvent, dans le droit chemin. Mais quand on est passionné par ce qu'on fait, évidemment, ça nous permet de rester davantage sur les rails. C'est sûr, c'est sûr.
Et vous avez une formation en ingénierie. Et pourquoi cette direction-là, cette branche-là, qu'on connaît vos parents et M. Georges Anglade qui était plus un écrivain, un peu de politique. Géographe aussi, ma mère était une économiste. Pourquoi le génie? Parce que c'est des sciences. Moi, j'aimais beaucoup les mathématiques, j'aimais la physique. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas? C'est une formation qui est générale. Après, je pourrais faire ce que je veux. Puis, dans le fond, après avoir fini mes études d'ingénierie, j'ai travaillé en usine pendant 4 ans en Ontario et aux États-Unis. Ensuite, j'ai travaillé un peu encore en usine, mais en planification. Ensuite, j'ai dirigé des organisations comme Montréal International. Et bien, je fais de la politique. Donc, je trouvais que c'était une formation qui était une bonne base pour faire ce que je voulais par la suite. Vous êtes des parents haïtiens et vous êtes nés au Québec. Oui. Et comment vous vivez vos deux cultures, la culture québécoise et la culture haïtienne? Très, très bonne question, parce que quand on est au Québec, on se pose toujours la question, puis les gens se vont poser la question, tu viens d'où? Moi, je viens d'Haïti, etc. Moi, j'ai eu la chance de retourner habiter en Haïti entre 14 et 17 ans, quand Duvalier est parti. Mes parents ont décidé de retourner habiter en Haïti. J'ai vécu 3 ans en Haïti. Et à l'époque, il y avait une grande effervescence parce que c'était la montée d'Aristide, tout était possible, il y avait beaucoup d'enthousiasme, d'espoir à cette époque-là en Haïti. Et donc, j'ai vécu ce moment-là, et je dis toujours, tu étais né au Québec, tu grandis au Québec, que tu sois d'origine haïtienne ou toute origine, tu es québécois. Tu es québécois. Et là, il faut assumer le fait que ici, c'est chez toi. Même si parfois, le reflet de la société, on ne voit pas suffisamment de personnes noires et élues, de personnes noires à la télévision, de la diversité de manière plus large. Ici, c'est le Québec pour tout le monde. Mais c'est aussi, alors moi je me définis comme étant, moi je suis québécoise, mais je suis aussi d'origine haïtienne, je suis montréalaise, je suis canadienne, j'ai toutes ces appartenances-là. Et c'est correct. C'est correct d'avoir tous ces appartements-là. J'ai pas à choisir. Alors, je vis bien là-dedans. D'origine haïtienne, pour moi, ça veut dire que je peux parler le créole, il y a toute la culture culinaire, il y a toute ma famille qui habite en Haïti, il y a une sensibilité par rapport à l'histoire d'Haïti. Et puis au Québec, ça veut dire qu'on s'épanouit dans toutes sortes de domaines. Et à partir de quand la politique est entrée dans votre vie, et vous dites, moi, je veux ça faire de la politique? Moi, je pense que c'est quelque chose c'est pas une blague, je pense que c'est dans mon sang. Mon père a fait de la politique, mon grand-père a fait de la politique, mon arrière-grand-père a fait de la politique. Quand j'étais petite à la garderie, j'avais raconté à l'école, ici au Québec, j'avais été à mes amis, vous savez, mon père a fait de la prison. Et parce qu'il avait été arrêté sous Duvalier. Et là, les gens étaient venus me voir, les éducatrices avaient dit qu'il faut arrêter de raconter que mon père a fait de la prison. J'ai dit, mais pas juste mon père, hein, tous ses amis ont fait de la prison. Ça donnait un peu l'ambiance dans laquelle je grandissais, où il y avait beaucoup de prisonniers politiques, on parlait beaucoup de tout ce qui se passait en Haïti. J'ai vécu le 7 février 86. De Duvalier qui s'en va, le 7 février 86. Je me souviens encore mes parents qui se réveillent la nuit, qui crient, qui sautent de joie, qui courent dans la maison pour dire « Duvalier, allez !» Alors, je me souviens encore de tout ça. Alors, tu baignes dans un environnement qui est très politisé. Et je pense que ça fait... Je pense que c'est probablement déjà de là que ça vient. Est-ce que vous aurez pu être une politicienne en Haïti? Je ne pense pas. Pourquoi? Quand je suis arrivée à l'âge de 14 ans en Haïti, j'ai adoré l'expérience, j'ai adoré le pays, j'étais contente de trouver ma famille, des origines, mais je ne voyais pas comment j'allais pouvoir... j'avais une personnalité très différente de ce qu'on retrouvait dans le pays à ce moment-là. J'ai choisi de faire ma vie ici au Québec. Je ne vois pas comment je pourrais faire de la politique en Haïti. Bon, évidemment, dans les conditions actuelles, c'est très difficile, comme vous allez tout à l'heure me dire, mais je pense qu'il faut avoir c'est quelque chose de venir te chercher. Et ce qui
vient me chercher, c'est ce qu'on peut faire ici au Québec. La possibilité. Et voilà qu'on parle du Québec. Est-ce qu'on peut... Ceci étant, je vais juste peut-être parler en Haïti 2 secondes parce que ceci étant, pas de politique en Haïti, mais on a quand même lancé une fondation qui s'appelle la Fondation Campé. Ça va faire 10 ans qu'elle existe, cette fondation, et justement c'est pour œuvrer en Haïti auprès des familles pour qu'elles deviennent autonomes financièrement. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est pas que je ne veux pas m'impliquer en Haïti, c'est que une autre façon. C'est une autre façon, et c'est la façon dont j'ai choisi de m'impliquer. Et si on parle du côté de Québec, est-ce qu'on peut dire que vous avez commencé la politique avec Coalition Québec? Ah oui, après ça, il y a eu avec la CAQ. J'ai fait 1 an et demi à la CAQ, effectivement. Et je me suis pas retrouvée là-dedans. Au début, c'était une coalition, et puis on voulait parler d'économie, et puis il n'y avait pas de thème identitaire. Au contraire, on était tout ça de côté. Et après, ça a très vite changé après la première élection en 2012. Et j'étais plus à l'aise avec les idées qui étaient véhiculées par la coalition. Ça ne me rejoignait pas du tout. Et j'expliquais ça aux gens, puis les gens me disaient, mais là, on n'est pas sûr, on va voir quelles sont les idées, on ne les voit pas vraiment. Puis vous voyez le résultat aujourd'hui. Je pense que c'est assez clair dans les positions qui sont véhiculées, encouragées, votées par la CAQ. Moi, jamais je fais de la politique sur le dos de certaines communautés, ça n'arrivera pas. Je pense qu'au Québec, on est capable de reconnaître une diversité culturelle et en même temps de reconnaître qu'on appartient à une culture commune à laquelle tout le monde va contribuer. La culture québécoise. La culture québécoise, à laquelle tout le monde va contribuer et dont le socle est le français, mais tout le monde y a enrichi cette culture-là par son apport. Et je pense que c'est comme ça qu'on bâtit un Québec fort. Et présentement, vous êtes avec le Parti libéral. Vous étiez vice-premier ministre du Québec. Et quelles sont les valeurs que vous retrouvez pour vous rejoindre? D'abord, des valeurs qu'on appelle le développement économique. Moi, je crois beaucoup, on veut créer des emplois, on veut créer des jobs intéressants pour tout le monde. Mais dans quel but? Pourquoi? Pour pouvoir redistribuer cette richesse-là, pour pouvoir avoir un monde qui est plus égalitaire, pour pouvoir réduire les enjeux sociaux. On sait que tout le monde n'a pas les mêmes chances. Ici au Québec, on est dans une société privilégiée, mais les gens n'ont pas les mêmes chances. Il y a des quartiers dans lesquels c'est plus difficile. Il y a encore des enjeux où, parce que tu viens de certaines familles, de certains endroits, c'est plus difficile de réussir. Cette égalité des chances-là, je pense que c'est le moteur de mon engagement. Et les gestes que l'on doit poser doivent être en ce sens. Alors, je me retrouve beaucoup à l'intérieur de ça, de la valorisation aussi de toute la diversité, la diversité, la liberté, les droits et libertés, mais en même temps cet attachement au Québec, cet attachement au Canada. Donc, toutes ces valeurs, ce sont les valeurs du Parti libéral. C'est sûr. Vous, présentement, est-ce que vous trouvez que l'économie du Québec est en santé? Elle va pas mal dans la mesure où les dernières années ont été extrêmement positives, donc on bénéficie aussi du fait que les dernières années ont été bonnes au niveau économique, mais il faut surtout se projeter. Le plus grand problème qu'on va avoir, c'est lié aujourd'hui, le problème de ralentissement qui est associé au fait qu'on n'a pas suffisamment de monde au Québec. On n'a pas suffisamment de monde. Les taux de chômage sont bas. C'est moins vrai à Montréal que ça l'est dans les régions. Mais dans les régions du Québec, on peut retrouver les régions, il y a une vitalité de village qui est en jeu. Et quand on regarde, on parle souvent en banlieue, en région, le taux de chômage est très bas. Comment on peut expliquer qu'on voit les quartiers comme du côté de Montréal, comme Saint-Michel, Montréal-Nord, le taux de chômage est tôt ce côté de... Parce qu'il y a encore des freins à l'emploi. Il y a encore des gens qui, parce que par leur nom, de par leur couleur de peau, n'ont pas les emplois auxquels ils peuvent aspirer. Quelque chose qui est réel dans l'accès à l'emploi, dans la discrimination qui existe encore, c'est ça la réalité. Et ceci explique beaucoup des chiffres que nous avons, Nous sommes les seuls à proposer ça, alors restez à l'écoute. Yeah.
l'écoute de l'homme style village. Présentement, on écoute le son Lignon. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Tous les Québécois, toute origine confondue, d'avoir un projet de société qui nous ressemble, qui nous rassemble. Et moi, j'avais envie donc d'y contribuer. Et puis, je me suis dit, voici une opportunité de le faire, de le faire de manière très concrète. Alors, c'est un gros défi. Je m'en cache pas, le Parti libéral doit se renouveler de manière importante. Il y a une grande transformation qui doit être opérée au sein du parti. Et j'en suis très consciente. J'ai beaucoup d'énergie. Je pense que je peux rassembler pas mal de personnes. Puis, dans les fonctions que j'ai occupées avant, je disais que j'avais travaillé en usine, je disais que j'avais fondé une fondation, mais ce travail-là de mettre des gens ensemble et d'atteindre des objectifs en commun, ça me passionne. Et puis, c'est ça l'objectif ultime de la politique, c'est faire ça. On sait que les dernières élections, ça n'a pas été facile pour les libéraux. Ouais. Est-ce que ça ne vous décourage pas? Moi, je suis pas une personne qui se décourage facilement. Est-ce que c'était difficile? Oui. Est-ce que c'était agréable? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on arrête et puis on fait rien présentement? Absolument pas. Au contraire, c'est l'opportunité de se redresser les manches puis de travailler encore plus fort et puis de se renouveler. C'est aussi, à l'opposition, c'est le temps que ça peut prendre pour revoir ce que tu as envie d'offrir d'abord au nom du parti, mais également à la population québécoise. Vous avez dit qu'on a besoin, le Parti libéral a besoin d'écouter. Qu'est-ce que vous voulez dire par écouter? On n'a pas été suffisamment à l'écoute de nos militants, des Québécois, quand il y avait des désaccords importants, on faisait un peu fi de ce qui était mentionné, comme on a pensé. Parfois, tu penses que les gens ne sont pas d'accord, mais que tu as raison. Je pense que ça nous a manqué. Alors, un politicien, la première grande qualité d'un politicien, c'est l'écoute. Deuxième grande qualité d'un politicien, c'est la capacité d'agir. C'est d'agir. Au-delà de l'écoute, comment est-ce que tu entends tout ça, que tu te transformes avec des mesures très concrètes, très spécifiques. Moi, je pense que c'est ça qu'on a besoin de faire maintenant, beaucoup plus que ce qu'on a fait par le passé. Quelle est la réalité d'une femme en politique, une femme noire, surtout dans les partis libéraux? Alors, si on parle de course à la chefferie, il n'y a jamais eu de femme chef du Parti libéral. Encore moins une femme issue des communautés culturelles, issue de la communauté haïtienne. Donc ça s'est jamais fait. Mais c'est même pas propre au Québec, c'est aussi dans le reste du Canada. Il n'y a pas eu d'exemple comme celui-là. Donc évidemment, c'est nouveau. Et puis, mais on est aussi rendu là. Comme je dis, ma famille, il y a des gens dont les familles sont arrivées au Québec il y a 400 ans. Il y en a qui ont toujours été ici. Et puis, mais bon, ma famille est arrivée il y a 50 ans. C'est temps aussi que les gens d'autres origines prennent leur place. Avoir ce dialogue qui nous permet de dire on bâtit une culture commune ensemble. Chacun y contribue. Les gens ont besoin, en région, on a besoin de personnes qui viennent de l'extérieur. Moi, je crois qu'il y a un discours qui peut être beaucoup plus rassembleur plutôt qu'un discours qui divise dans les régions du Québec, qui divise Montréal et les régions, qui divise certains groupes de personnes contre d'autres, avec d'autres. Donc, je pense que ça, ce ne sera jamais la politique que je vais vouloir mettre de l'avant. Et dans la communauté haïtienne, on dit souvent que le Parti libéral a acquis cette communauté-là. Est-ce que vous êtes de même avis? Moi, je vous dirais la chose suivante. Je pense qu'il faut juger un parti par les gestes qu'il pose. Quand j'étais à l'économie, il y a eu des initiatives que j'ai voulu mettre justement, pas spécifiquement pour la communauté haïtienne, mais pour la diversité, la diversité en général, notamment en matière d'entrepreneuriat. Essayer d'avoir des entreprendre ici, en est un exemple où on veut que la diversité ait plus accès à des sources de financement pour pouvoir financer des projets d'entrepreneuriat. Donc, il y a des mesures qui ont été mises de l'avant. Tout n'est pas parfait, mais une chose est claire, c'est lorsque l'on voit le gouvernement actuel à l'œuvre, je ne peux pas penser que ce soit particulièrement bon pour la communauté haïtienne. Donc,
je crois, moi, ce que je ferais, c'est j'invite toutes les personnes qui ont été des libéraux par le passé à investir dans le Parti libéral, à rentrer dans le Parti libéral, à venir militer au Parti libéral, parce que justement, c'est cet esprit qu'on veut aller chercher, c'est retrouver un esprit où on va bâtir des projets ensemble. Et toute la communauté haïtienne, c'est une communauté qui est ici, qui est québécoise et qui a toute sa place à prendre. Alors moi, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de personnes de la communauté haïtienne à venir s'impliquer. Vous savez, on a la chance d'avoir quelqu'un comme Franz Benjamin avec nous, comme élu aussi à l'Assemblée nationale. Moi, j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres personnes à se joindre. Et on souhaite aussi avoir plus haïtiens, plus jeunes haïtiens dans la politique. Comme on dit, c'est cette façon-là qu'on peut changer. On peut changer les choses de différentes façons, mais il faut être aussi dans la politique. Tout à fait. Et présentement au Québec, on vit une situation, un phénomène par rapport à les fraudes bancaires. Et si vous êtes élu et la Première ministre du Québec, comment vous comptez aider ces consommateurs-là, ces clients-là? Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est que pour le moment, on ne touche pas, on laisse la banque canadienne travailler. Moi, je pense que le gouvernement a des responsabilités à prendre par rapport à ça. On avait un projet de loi cette semaine où justement on disait qu'il faut faire attention à toute la question des données personnelles. Ça va être essentiel. Il va y avoir des discussions à l'Assemblée nationale pas plus tard que la semaine prochaine. Je pense que c'est un phénomène qui est extrêmement préoccupant avec les résultats qu'on a vus. Et moi, j'espère que dans les prochaines semaines, on va trouver des mesures. Dans ces affaires-là, je pense qu'il faut être guidé par des principes. On veut que les gens se sentent protégés, on veut que les gens se sentent écoutés et qu'ils se sentent respectés dans tout ce processus-là et qu'on arrive avec des mesures concrètes. Alors, j'imagine que les prochains jours, on pourra nous donner des mesures concrètes par rapport à ça, mais le gouvernement a un devoir de s'impliquer là-dedans. Alors, on attend toutes les informations par rapport à cette loi-là. Et comment vous voyez votre relation avec votre voisin du côté des États-Unis? On sait que Montréal, Québec, il y a beaucoup d'échanges entre ces deux lieux-là. Et vous, comment vous voyez cet échange-là? C'est sûr que d'abord, à la base, je pense qu'en politique, on doit prendre des décisions qui sont basées sur des faits, pas des opinions, pas des sentiments, pas des allégations, mais des faits. Et on doit faire le constat que ça n'a pas été le cas aux États-Unis dans les décisions qui ont été prises par le passé. Et on a été en désaccord à plusieurs reprises. On parle de libre-échange. Le libre-échange, les droits imposés dans des secteurs comme l'aluminium, les droits imposés sur le bois d'œuvre, les droits imposés dans le secteur de l'aérospatial, tout ce qui a été fait qui met un frein à ce libre-échange-là, c'est pas favorable ni pour un côté ni pour l'autre côté. Et ça, c'est sûr que c'est difficile comme contexte avec le président Trump, mais il faut investir le terrain aux États-Unis, parler à d'autres. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que cette approche-là n'est pas la bonne, même au sein du Parti républicain. Donc, il faut aller toujours à leur rencontre. Quand on était au gouvernement, on était extrêmement présent aux États-Unis. Il faut continuer à faire ça parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va être capable de s'en sortir ultimement. Vous êtes une gardienne de la langue française. Et comment vous comptez, embellir cette langue-là et pouvoir l'impliquer un peu partout à Montréal ou à l'extérieur de Montréal? C'est une question intéressante parce que c'est toujours une préoccupation que j'ai. Le rayonnement de la langue, je dis souvent, on n'est pas à 8 millions de Québécois à parler français. Il y a 300 millions de personnes dans le monde qui parlent le français et on a une responsabilité par rapport à la qualité de cette langue, une responsabilité pour la faire rayonner, pour la faire évoluer. Alors effectivement, il y aura des propositions que nous allons faire en ce sens pour pouvoir jouer un rôle encore plus grand dans la francophonie. On est un bassin, le bassin le plus important en Amérique au niveau de la francophonie. Donc je pense réellement qu'on a un rôle encore plus grand à jouer sur la scène internationale. Beau moment ensemble. Merci de l'invitation. Et si vous avez des salutations à faire à la famille, et vous aimeriez dire quoi à nos auditeurs auditrices de Groove Station Canada? Je pense que j'aimerais dire qu'avec tout, on parlait justement à la cause de l'école, l'importance de trouver sa passion, l'importance de poursuivre ses rêves,
vouloir continuer à se dépasser. Je pense que c'est un message que j'enverrai à tous les jeunes qui nous occupent. Moi, j'ai 3 enfants et j'essaie le plus possible de les encourager à dire comment tu vas encore plus loin. Et puis à regarder les modèles, voir ce qui les inspire et puis ne jamais baisser les bras. De se trouver des alliés là-dedans, de trouver des gens qui croient en nous, des gens qui croient également, c'est important. Donc, c'est ce que j'encouragerais les gens. Est-ce que vous les voyez en politique et vos enfants? Oh, c'est dur à dire. Après, il y en a un que je ne vois pas du tout, parce que pour ça, ça va l'intéresser. Mais on ne sait jamais, on sait jamais. Et puis, si ça les intéresse, ben, tant mieux. Si ça ne les intéresse pas, tant mieux aussi. Ils trouveront leur chemin. L'important pour moi, c'est que les gens soient heureux dans ce qu'ils accomplissent. Justement, juste avant de vous laisser passer, comment vous faites l'équilibre entre la politique et la famille? C'est difficile. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est pas facile tous les jours, c'est pas facile. Alors, tu essaies de trouver le temps, tu essaies de t'organiser, mais c'est aussi la réalité de beaucoup de personnes. Au-delà de la politique, c'est vrai que la politique, c'est particulièrement difficile, mais il y a combien de familles monoparentales qui élèvent des enfants? Il y a combien de situations difficiles où les parents ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Ils ont parfois des emplois qui ne leur permettent pas de voir les enfants aussi souvent qu'ils aimeraient. Ils doivent travailler de longues heures. Donc, oui, c'est une réalité avec laquelle je dois composer, qui n'est pas facile, mais c'est la réalité de beaucoup de personnes en général aussi. Et ça, il faut en être conscient aussi. Exact. Et le mot, il faut rester fort, il faut être persévérant, il ne faut pas lâcher. Comme on dit, la vie, c'est un combat, il faut boxer. Exactement, il faut nous calmer. Il faut toujours rester debout et rester à la patte. Comme la Fondation Campé. Comme la Fondation Campé, une Campé. Exact. Merci beaucoup, Madame Anglade, pour cette belle entrevue. Selon que ce ne serait pas la dernière fois de voir Madame Anglade dans le studio. Ah, ça me fera plaisir de revenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Madame Anglade avec nous dans le studio Groove Station Canada. Et on vous donne rendez-vous demain pour une belle émission. Ce sont vos leçons qui sont des Claude Lévy. Ici, Groove Station Canada, le chemin de l'information.